Unekat Brysen Hetimasen Atreides. De l'anti-platonisme politique moderne, référence à Cornelius de Pau et à Condorcet. J'ai mis en exergue de mon texte une courte citation des lois de Platon en 690b qui dit ceci: que le sage mène et commande et que l'ignorant suive. Le platonisme politique est une des plus grandes mystifications de l'histoire. Pendant des siècles, l'ombre du grand métaphysicien qu'est Platon, du moraliste imperturbable, du chrétien avant le Christ, celui qui est le plus proche de nous, comme le disait saint Augustin, l'ombre de ce censeur tout azimut qui nous a appris le mépris du peuple incurablement servile et stupide, cette ombre a plané sur nous quasiment sans obstacle pendant des siècles. Comme l'écrivait un commentateur de Platon anglais, Crossman, en 1934, je le cite, Plato's philosophy is the most savage and the most profound attack upon liberal ideas which history can show. La persistance de cette mystification platonicienne a plusieurs motifs dans l'histoire. Mais selon moi, l'une de ces causes est que pendant des siècles, on a eu le poison, c'est-à-dire on a eu la République et les lois, donc on a eu le poison, mais on n'avait plus l'antidote, à savoir les politiques d'Aristote, qui, on le sait, disparurent de la littérature jusqu'au XIIIe siècle. Les politiques d'Aristote ne sont pas un antidote parfait au poison platonicien, je le sais, mais même imparfait. Cet antidote, pris à temps, administré assez tôt, aurait pu peut-être nous éviter certains excès. Depuis la réfutation massue, administrée par Karl Popper en 1945, dans son grand livre The Open Society and Its Enemies en 1945, depuis cette réfutation massue, on aurait pu croire le subterfuge platonicien définitivement déjoué et démonté, rendu inoffensif. Mais avant Karl Popper, il y eut d'autres dénonciations virulentes qui n'avaient déjà pas suffi à la tâche. Je pense à des auteurs que Popper lui-même cite, Winspear en 1940, Farrington en 1939, Crossman en 1937 que je viens de citer, Fitt en 1934, Borra en 1933. Un peu avant eux, le grand historien allemand Gompers en 1912. Avant Karl Popper, il y eut surtout l'incomparable George Grote, le grand historien anglais, 1865, l'historien peut-être le plus libéral du XIXe siècle, qui lui aussi asséna un coup puissant à Platon et manifesta les faiblesses et les travers, mais cela ne suffira pas. Je pourrais citer en exemple un autre historien, une autre réfutation extrêmement solide également, d'un historien que plus personne ne connaît aujourd'hui, français, qui s'appelle Victor Duruy, qui avait écrit en 1851, je le cite, c'est dans son Histoire grecque, il dit ceci, Victor Duruy, il parle de Platon, Platon donne à la conscience son rang au-dessus de toutes les vicissitudes, et à l'âme l'immortalité. Il voit le bonheur dans la vertu, même bafoué et cloué sur la croix. Il voit le malheur dans le crime, même heureux et honoré. Il est chrétien dans sa morale, j'allais presque dire dans son dogme,
avant le christianisme. Et pourtant, la cité qu'il fonda dans sa République n'est qu'un monstrueux assemblage d'existences et de lois contre nature, la promiscuité des biens, des enfants et des femmes, l'esclavage consacré, le système des castes établi, la liberté détruite, les enfants menés à la guerre, pour qu'on leur fasse en quelque sorte goûter le sang, comme on fait aux jeunes chiens de meute. La cité, enfin, fermée aux étrangers, aux poètes dramatiques, à Sophocle, à Échille, à Hésiode, même à Homère. Fin de citation. L'idéalisation de Platon, l'idéalisation dont Platon a joué, a presque tout masqué pendant des siècles. Et tout ce qu'il y a dans son livre d'insupportable, de raciste et d'élitiste, se voit encore souvent minimisé quand ce n'est pas innocenté ou même justifié. Comme Crossman, que je citais tout à l'heure, notait, disait, avant la Grande Guerre, Platon a rarement été condamné comme un réactionnaire opposé à tous les principes de la doctrine libérale. On l'a élevé à un rang supérieur, loin de la vie pratique, dans le rêve d'une cité divine transcendante. Mais de mon point de vue, Crossman, lui aussi, accorde encore trop de crédit à Platon lorsqu'il remarque, je cite, « I still find the Republic the greatest book on political philosophy which I have read. The more I read it, the more I hate it. And yet, I cannot help returning to it time after time. » Moi aussi, plus je lis La République, plus je hais ce livre. Mais je crois que le plus grand livre politique est de loin est l'essai d'Aristote, les politiques d'Aristote. Le plus souvent modéré et nuancé, ennemi des simplifications outrancières, et déjà, sous certaines conditions, favorable à la démocratie. Donc, le parricide politique platonicien doit, à mon avis, se poursuivre, car il n'est pas achevé, même parmi ses meilleurs critiques. Toujours est-il que je me suis demandé, sur cette lancée, je me suis demandé, à partir de là, où l'antiplatonisme politique pouvait-il avoir commencé? Où avait-il pu naître et dans quelles circonstances? À la faveur de quoi? Comment en est-on venu à sortir du mirage platonicien pour en dénoncer froidement l'ineptie? Une ineptie, il faut le rappeler, qu'Aristote avait déjà dénoncée quand il avait dit, politique 1263b9, tout simplement en une phrase, de toute évidence, la vie dans un tel régime, celui que Platon décrit, est tout à fait impossible, avait écrit Aristote déjà. C'est de l'état actuel de mes recherches sur ce point, de savoir où est né cet platonisme politique moderne, c'est sur l'état actuel de mes recherches donc, que je voudrais maintenant vous entretenir. Pour aborder cette question, je vais distinguer deux moments de l'histoire occidentale. Un moment avant l'arrachement du voile et la dénonciation de la supercherie, et un premier moment juste après, là où le voile sera arraché, peut-être pour la première fois, dans les temps modernes, et la chimère jetée à bas. Pour le moment avant, je me transporte en 1788 dans le voyage d'Anacharsis de l'abbé Barthélemy, Jean-Jacques Barthélemy, qui a écrit une sorte d'histoire de la Grèce à travers une histoire romancée. C'était un roman très célèbre à l'époque, une sorte de Harry Potter du 18e, en quelque sorte. Et Barthélemy donc raconte toute l'histoire de la Grèce à travers ce récit. Et donc Barthélemy, dans son ouvrage, vient à ce moment-là de résumer le projet politique de la République. D'accord? Il vient d'en faire un résumé. Puis, une fois ce résumé fait, il commente de la manière suivante. Il dit, quand Platon eut achevé de parler, c'est Platon qui décrivait son système, quand Platon eut achevé de parler, ses disciples, entraînés par son éloquence,
se livraient à leur admiration. Mais d'autres auditeurs, plus tranquilles, prétendaient qu'il venait d'élever un édifice plus imposant que solide, et que son système ne devait être regardé que comme le délire d'une imagination exaltée. Le délire d'une imagination exaltée et d'une âme vertueuse. D'autres le jugeaient avec encore plus de sévérité. Platon, disait-il, n'est pas l'auteur de ce projet. Il l'a puisé dans les lois de Lycurge et dans les écrits de Protagoras, où il se trouve presque en entier. C'est une vieille histoire. Hein? Depuis l'Antiquité, on savait que le projet platonicien dans la République était peut-être une retranscription de Protagoras. Pendant qu'il était en Sicile, Platon voulut le réaliser dans un coin de cette île. Le jeune Denis, roi de Syracuse, qui lui en avait d'abord accordé la permission, la lui refusa ensuite. Il semble ne le proposer, ce projet, maintenant qu'avec des restrictions et comme une simple hypothèse. Mais en déclarant plus d'une fois dans son discours que l'exécution en est possible, il a dévoilé ses sentiments secrets. Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cherchaient à corriger la forme du gouvernement étaient des sages qui, éclairés par leur propre expérience ou par celle des autres, savaient que les maux d'un État s'aigrissent au lieu de se guérir par des remèdes trop violents. Ce sont aujourd'hui des philosophes qui ont plus d'esprit que de lumière et qui voudraient former des gouvernements sans défaut et des hommes sans faiblesse. Hippodamus de Milet, qu'on sait être le premier réformateur grec, avant Platon, Hippodamus de Milet, pas connu autrement, fut le premier qui, sans avoir eu part à l'administration des affaires, conçut un nouveau plan de république. Protagoras et d'autres auteurs ont suivi son exemple, qui le sera encore dans la suite. Et il y a la conclusion de Barthélemy, car rien n'est si facile que d'imaginer des systèmes pour procurer le bonheur d'un peuple, comme rien n'est si difficile que de les exécuter. Alors voilà l'espèce de chronique et le diagnostic que porte Barthélemy sur ce système, qui est assez sévère. Il parle quand même d'une imagination débridée, hein, d'une imagination, d'un délire, le délire d'une imagination exaltée. C'est quand même sévère comme constat. Et une fois qu'il a dit ça, on s'attendrait à ce que malgré tout, il condamne ce projet politique platonicien. Eh bien non. Il pirouette, il nous dit, et qui le sait mieux que Platon? Qui sait mieux que Platon que ce projet est difficilement réalisable? Lui qui n'a pas osé donner ses projets de réforme à des peuples qui le désiraient ou qui les a communiqués à d'autres qui n'ont pu en faire usage, etc. Et donc il n'y a aucune critique finalement, au-delà de ce que je viens de lire, de Platon. Je voudrais maintenant me transporter à un moment juste après Barthélemy, chez Cornelius de Pau, et c'est la même année, c'est en 1788, exactement la même année. Je ne sais pas s'il y a une différence dans la parution pour ce qui est en termes de mois. Donc, le moment juste après. Donc, comme on vient de le voir, certes, on s'était déjà aperçu depuis longtemps du caractère fictif et du caractère outré du projet politique platonicien, on vient de le voir, mais de son inanité foncière, il n'y avait pas encore de dénonciation frontale. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Certes, on s'était bien aperçu, avant Cornelius de Pau, qui a écrit en 1788 « Recherches philosophiques sur les Grecs », certes, on s'était bien aperçu, avant Cornelius de Pau, du caractère irréconciliable des prises de position politiques entre Platon et Aristote, que les propos de Montesquieu avaient signalé à l'attention de tout le monde. Montesquieu avait déjà écrit en 1748, donc bien avant, 40 ans avant, il disait « Platon ne craint point de dire que l'on ne peut faire de changement dans la musique qui n'en soit un dans la constitution de l'État. Aristote, qui semble n'avoir fait sa politique que pour opposer ses sentiments à ceux de Platon, est pourtant d'accord avec lui sur ce point. » Donc cette idée que Aristote a écrit sa politique
contre Platon. Montesquieu, qui était largement lu, l'avait déjà bien énoncé. Certes, depuis un certain temps déjà, le privilège traditionnel de Sparte, qu'on portait au nu à cause de Platon, avait commencé à pâlir, et un regard nouveau se portait désormais sur Athènes, sur ses réalisations et sa culture. Le point de vue négatif de Rousseau sur tout cela, sur Athènes, et positif sur Sparte, était donc déjà loin. Mais d'une charge en règle contre le Platon de la République ou des lois, voire à l'encontre des prémices même de la philosophie platonicienne, sauf erreur de ma part encore une fois, on ne disposait jusqu'à-là d'aucun témoignage clair. Chez Cornélius de Pau, le grief est direct, l'opposition totale et entière. Elle s'exprime à l'occasion du débat autour de la mort de Socrate et du procès qui lui fut intenté pour impiété, que Cornélius de Pau, bien avant Paulin Ismard, bien avant Georges Grotte, bien avant tout le monde, avait déjà attribué à de pures et simples disputes politiques dans lesquelles les dieux, dit-il, ne servirent que de prétexte. Je le cite, en effet, dans toutes ces procédures contre Socrate, la religion ne servait que de prétexte à des haines personnelles, à des intérêts opposés, à des factions ennemies, telles que celles des nobles et des plébéiens. Puis, dans ce contexte, fuse la première salve contre Platon. Il dit ceci. Ce qu'il y a maintenant de surprenant, c'est que Platon a néanmoins établi lui-même les accusations d'impiété dans sa République. Il ne faut pas, dit-il, qu'on y souffre les incrédules, et on devra y rendre un culte public aux planètes. Ceux qui, après cela, ajoute-t-il, oseront soutenir que les planètes, les astres, ne sont pas des divinités, devront être traduits en justice comme des impies. Cette assertion de Platon au sujet des planètes renferme déjà le germe de la théurgie et de toutes les chimères où les nouveaux platoniciens se plongèrent depuis. Jamais Platon ne fut plus petit que quand il résonne comme un inquisiteur et comme l'idolâtre le plus borné résonne à peine dans une pagode de lyre d'Ostan. De tels écarts prouvent que chez les Grecs, le jugement avait bien moins de force que le génie, et cette malheureuse influence de l'enthousiasme sur la raison a quelquefois terni les ouvrages des meilleurs écrivains. Il est intéressant de voir que Cornélius de Pau établir une distinction nette dans ce passage entre jugement et génie. Platon jouit à n'en pas douter du second, il a du génie, mais pas nécessairement du premier, à savoir le jugement. C'est que l'enthousiasme induit par les chimères religieuses, nous dit-il, peut impacter sérieusement la raison. De là la seconde critique qui s'enchaîne chez De Pau. Il, Socrate, fut, comme on l'a dit, victime de l'animosité de deux factions implacables qui faisaient tous les jours au milieu d'Athènes un abus très criminel des accusations d'impiété. Et il faut que Platon ait été aveugle lorsqu'il ne voyait pas la nécessité de les abolir, même dans un roman politique comme le sien, où il aurait dû établir comme la première des règles qu'on ne peut appeler les hommes en justice pour des opinions métaphysiques, car tout ce qui ne tombe pas sous les sens ne saurait tomber sous les lois, et quand les lois ont voulu essayer leur pouvoir contre les consciences, il s'est toujours trouvé que les consciences étaient sans comparaison plus fortes que les lois. Je ne sais pas au juste comment il faut réagir à cette épithète de roman politique qu'il affuble au texte de Platon. Mais l'imputation d'aveuglement est sans appel et fait écho à la soi-disant petitesse et à l'ineptie du personnage. Jamais Platon ne fut plus petit que quand il raisonne comme un inquisiteur, etc. Pour De Pau, le lien qu'établissait Platon entre les mœurs et la musique était d'ailleurs tout aussi inepte. Il le répète à propos des réflexions de Polybe, qui attribuait à l'abandon de la musique en Arcadie l'accroissement des perversions. Il dit, De Pau,
Or, comme cette assertion est fausse, et comme elle est encore absurde, il faut en conclure qu'elle a été déduite d'un principe très erroné, comme l'était en général la philosophie de Pythagore et de Platon, déduite d'un principe erroné. Il existe des nations qui ne cultivent pas du tout la musique et dont les mœurs sont sans comparaison moins corrompues que les mœurs de certains Grecs et qui ont encore sans comparaison plus de bonne foi que les Grecs n'en eurent jamais. Chez De Pau, le réquisitoire contre Platon s'explique par sa prédilection pour l'Athènes démocratique et ce qui a trait à ses réalisations culturelles, couplé à sa réprobation franche et entière du régime politique de Sparte et du mode de vie des Spartiates. D'un côté, la Grèce, représentée par Athènes, est la source, nous dit-il, de toute lumière. Je cite, « Nos regards aiment toujours à se diriger vers ce point du globe qui fut pour nous la source de la lumière. » Athènes représente par excellence la cité libérale, et les citoyens y étaient même plus libres que les Anglais d'aujourd'hui, dit De Pau. À Athènes, l'enseignement était libre, je le cite, et nulle part au monde on ne pouvait vivre plus agréablement qu'à Athènes, soit qu'on eût de l'argent, soit qu'on n'en eût absolument pas. Athènes fut le lieu de la découverte et du déploiement d'une vraie démocratie qui servit de modèle à l'Occident. Sur ce point, De Pau est catégorique, ce qui advint de positif plus tard dans l'histoire est dû essentiellement à cette influence. Je le cite, « Si l'on renonce, comme il faut raisonnablement renoncer, aux idées d'une perfection absolue, où il n'est pas donné aux hommes d'atteindre, on avouera que malgré les abus qui s'étaient introduits dans quelques institutions des Athéniens, on avouera que leur ensemble offre un tableau très intéressant pour l'esprit humain. Et il n'est guère possible d'aller au-delà, ni de trouver dans toutes les combinaisons imaginables des règlements plus sages, ni des mesures mieux concertées. Et surtout, lorsqu'on se transporte dans ces siècles reculés dont il s'agit. Car nous, qui avons profité des découvertes des Grecs et des fautes de tant de peuples différents, nous pouvons plutôt nous glorifier de nos lumières que de nos inventions, en fait de loi et en fait de police. On peut hardiment assurer qu'aucune nation de l'Europe n'aurait été en état d'atteindre sans guide, sans maître, et par sa propre force, au point où les Athéniens s'étaient élevés. Que d'efforts n'a-t-il pas fallu pour renverser un édifice tel que la féodalité? Et après avoir travaillé longtemps à cette démolition, il en est resté des ruines si prodigieuses que leur ombre offusque les meilleures lois. Que d'efforts n'a-t-il pas fallu faire pour réprimer les prétentions de ces ultramontains qui, des bords du Tibre, il parle du Vatican, voulaient s'approprier l'argent de ceux qui habitaient le long de la Seine et du Danube. Le texte est beau quand même. D'où il résultait dans l'administration de tous les gouvernements un trouble perpétuel et une confusion inexprimable. Enfin, l'anarchie complète où l'Europe a été plongée et d'où l'on a commencé à sortir qu'en étudiant les monuments de la Grèce, prouve assez que jamais les Européens, livrés à leur propre lumière, n'auraient pu faire des progrès sensibles dans la civilisation, et les Romains eux-mêmes n'en auraient pu faire s'ils n'avaient eu assez de bon sens pour aller chercher des lois à Athènes. Aussi longtemps qu'ils observèrent ces lois-là, ils furent libres, grands et puissants, mais dès qu'ils les négligèrent, ils devinrent les derniers des esclaves et les plus corrompus des hommes. » Fin de citation. D'autre part, Cornelius de Pau innove dans sa lecture de la Grèce, il innove sur un autre point, il innove aussi à son époque en reconnaissant que les réformes de Solon, le premier grand réformateur Solon en 594, que les réformes de Solon n'accouchèrent pas encore d'une vraie démocratie et qu'il fallut attendre les corrections de Clisthène en 508, voire même celles d'Aristide en 478, pour la parachever véritablement cette démocratie. Je le cite,
Si Solon fut moins grand dans la partie politique que dans la partie civile, c'est que la situation de l'Attique, déchirée par 3 factions, ne lui permettait pas d'agir avec assez de liberté pour refondre le corps de l'État. Les riches qu'on nommait les euphores et les nobles qu'on nommait les eupatrides mirent 1000 obstacles à sa marche, et ses ennemis nés de l'égalité républicaine le forcèrent, contre le vœu de son cœur, à trop restreindre l'autorité légitime du peuple. Mais dans des temps plus tranquilles et plus heureux, on corrigea ces défauts d'une démocratie formée au milieu du trouble, d'une guerre civile, qui résultait du choc continuel de ces factions qu'on appelait les Parales, les Diacriens et les Pédiens, trop acharnés encore pour qu'on pût les désarmer. Mais dans la suite, Clisthène les anéantit en créant 10 tribus nouvelles qui ne suivaient aucun ordre local comme les anciens. Cette déclaration est unique, les historiens ne l'ont pas vue. C'est une des erreurs de Hanson de penser que c'est seulement Groth le premier qui a vu que la démocratie véritable se démarrait avec Clisthène. Mais c'est faux, c'est déjà chez De Pau un siècle avant. Donc Solon n'était pas encore le vrai démocrate. De Pau le confirme à nouveau plus loin quand il dit, et il reprend Aristote, Aristote s'est trompé dans ses livres de politique lorsqu'il prétend que ce législateur établit à Athènes la véritable démocratie. Cette erreur, dit-il, a été répétée depuis par tous les écrivains modernes, qui ne se sont pas aperçus que Solon ne fit qu'une constitution mixte où le gouvernement populaire était fortement enchaîné par l'aristocratie. Toutes les fois qu'un homme de probité, reconnu comme citoyen, est néanmoins exclu de la magistrature sous le seul prétexte d'indigence, on peut être certain que la démocratie est très imparfaite. Et on sentit bientôt les terribles inconvénients d'une législation semblable, puisqu'on était tous les jours privé d'une grande lumière, concentrée dans l'âme d'un citoyen que la misère éloignait du gouvernement. Car à Athènes, comme partout ailleurs, les riches avaient moins d'esprit que les pauvres. C'est très fort écrire ça, quand même, à cette époque. C'est contraire non seulement à tout le platonisme, mais à tous les héritages platoniciens. Car à Athènes, comme partout ailleurs, les riches avaient moins d'esprit que les pauvres, en qui la nécessité aiguisait une arme qui s'émousse d'abord au sein de l'abondance. Ce fut après la bataille de Platée, vers l'an 478 avant notre ère, qu'on abrogea la loi de Solon et qu'on ouvrit la porte de toutes les magistratures à tous les citoyens de tous les ordres, sans aucun égard à leurs moyens, à leur fortune, à leur naissance. Et alors, le dernier des Athéniens devint un roi. C'est cette nouvelle forme de gouvernement, cimentée par une loi nouvelle, qui s'est conservée jusqu'à nous, dit-il. L'antiplatonisme poïen marche donc de pair avec son parti pris démocratique et son rejet de tout ce qui touche Sparte. Or, s'agissant de Lacédémone, ses récriminations sont si nombreuses, celles de Pau, et variées, qu'il est difficile d'en donner une idée en quelques phrases. C'est 200 pages de réfutation de la culture de Sparte, 200 pages. Mais il est certain que De Pau est bien conscient que son point de vue risque de surprendre. Il dit « Autant les études étaient florissantes à Athènes, autant elles étaient complètement nulles à Lacédémone. Et j'ose supposer que les observations relatives aux Lacédémoniens, qui occupent la 4e partie de cet ouvrage, produiront quelques révolutions dans les idées de ceux qui ont admiré ce peuple avec un enthousiasme qui tenait de l'aveuglement. C'est comme, nous dit De Pau, c'est comme par goût et par inclinaison que les Spartiates choisirent l'ignorance et la bêtise, ce qui est bien sûr le pire des constats qu'on puisse dresser d'un peuple. Il nous dit, il y a sur notre globe des peuples qui sont barbares, faute de pouvoir découvrir la lumière, après laquelle ils soupirent. Mais les Spartiates étaient barbares par opiniâtreté et par orgueil. Et d'enchaîner sur leurs nombreuses tares. Je le cite. D'abord, les Lacédémoniens ne contribuèrent jamais au progrès d'aucune science, ni au développement d'aucun art. Selon eux, la gloire consistait à entasser des dépouilles au milieu du carnage.
Ennemi déclaré du repos de la Grèce, il comptait la paix au nombre des calamités publiques et ne terminait une guerre que pour en commencer une autre, jusqu'à ce qu'ils furent enfin dévorés par tous les feux qu'ils allumèrent. Bref, il cite Aristote, cet État, comme le disait Aristote, mourait dans la paix et vivait dans la guerre, jusqu'à ce qu'enfin la guerre le dévorât comme un volcan consume ses propres entrailles. Selon De Pau, le privilège dont Sparte a joui longtemps auprès de plusieurs est le fruit d'une terrible ignorance qu'il va dénoncer chez d'autres commentateurs de son époque, chez Rousseau, chez Mably, chez Gourcy, chez Delanoze, etc. Je le cite, « Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui de plus plausible pour excuser ceux qui ont prôné avec tant d'enthousiasme cette forme de gouvernement, c'est qu'ils ne la connaissaient pas et n'étaient point en état de la connaître. Écrivant au hasard et jugeant d'eux-mêmes, ils ont fait des livres à peu près comme on fait un songe. » Il n'y a guère que Vauvilliers, aujourd'hui oublié, mais il y a une rue Vauvilliers à Paris, il n'y a guère que Vauvilliers, détracteur de Mably, qui trouve grâce aux yeux de Cornelius de Pau, chez qui l'on observe en effet un esprit fortement libéral et une influence aristotélicienne moins présente ailleurs et de bonne aloi. Vauvilliers, son texte est de 1769, s'appelle Histoire politique du gouvernement de Sparte, ou Lettre à un ami sur la législation de Lycurge en réponse aux doutes proposés par l'abbé de Mably contre l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Donc 1769. Donc il donne raison à Vauvilliers, Cornelius de Pau, chez qui il voit une sorte de prédécesseur, sauf que Vauvilliers ne s'en prend nulle part ouvertement à Platon, même si Aristote retient davantage ses faveurs. Il y a bien aussi un autre commentateur, Gauguet, que De Pau cite une fois avec approbation, à l'instant où Gauguet critique Lycurge. Pour Gauguet, Lycurge est un personnage en vérité mythique et qui ne fut l'auteur d'aucune véritable loi civile. Mais il suffit de rapporter le portrait abominable que trace Gauguet de la démocratie pour apercevoir tout le monde qui le sépare de De Pau. C'est simple. Pour Gauguet, je le cite, « Tout État où le peuple juge et décide est essentiellement vicieux. » Mais lisons plutôt une partie de son réquisitoire contre la démocratie de Gauguet. Je le cite. Son texte est de 1778, « De l'origine des lois, des arts et des sciences, de leur progrès chez les anciens peuples », c'est au tome 5. Je le cite donc Gauguet, « On envisage communément les Athéniens que du côté qui leur est favorable et avantageux. L'histoire d'Athènes frappe et en impose par son éclat et par son brillant. Nous sommes éblouis par les batailles de Marathon et de Salamine, par la pompe des spectacles, par la magnificence et le goût des monuments publics, par cette foule d'hommes supérieurs en tout genre qui rendront à jamais le nom d'Athènes précieux et mémorable. Cependant, si nous voulions examiner l'intérieur de cette république, quel tableau affreux ne présenterait-elle pas? Nous verrions un État sans cesse en combustion, des assemblées toujours tumultueuses, un peuple agité perpétuellement par les brigues et les factions, et livré à la foule du plus vil harangueur, les citoyens les plus illustres persécutés, bannis et continuellement exposés à la violence et à l'injustice. Donc, portrait très noir, héritier de Platon, de la démocratie. Dans ce développement, comme on pouvait s'y attendre, Gauguet prend appui non seulement sur Aristophane, mais surtout sur Platon. Je poursuis, il dit « Mais le peuple est toujours peuple. Partout il est léger, capricieux, injuste, cruel et prêt à suivre les premières impressions qu'on lui donne. Il fallait essuyer les bizarreries d'un peuple flatté et séduit sans cesse par les orateurs, c'est-à-dire, selon Platon, quelque chose de plus dangereux et de plus terrible que les caprices d'un prince gâté par la flatterie et les vils hommages des faibles courtisans. » L'on se retrouve donc avec Gauguet aux antipodes de De Pau. De Pau, défenseur tout azimut de la démocratie et sans prédécesseur connu.
mis à part Vauvilliers, lui aussi très rebelle au régime politique de Sparte, et donc pas seulement à sa culture ou à son absence de culture, mais qui, encore une fois, donc Vauvilliers, dans sa réponse à Mably, ne prend pas ouvertement position pour Athènes et demeure de toute façon déférent vis-à-vis de Platon. Pour Gauguin, Athènes fut grandiose en dépit de son horrible démocratie. Tandis que pour De Pau, c'est grâce à sa démocratie que Athènes, c'est par sa démocratie qu'elle obtient sa grandeur. Il nous dit, la question la plus importante qu'on ait jamais proposée consiste à savoir dans quelle forme de gouvernement les hommes ont fait les plus grandes choses. Mais autant cette question est importante par elle-même, autant il est aisé de la résoudre, puisqu'Athènes et Rome, les deux villes du monde connues qui ont fait indubitablement les plus grandes choses, étaient l'une et l'autre des États démocratiques ou populaires. Faut-il donc, je reviens à ma question, faut-il donc faire remonter l'antiplatonisme moderne politique à De Pau? On pourrait le croire. Certes, on trouvera un peu plus tard chez un Condillac, par exemple, un rejet tout aussi catégorique de Platon. Condillac qui nous dit « Ses opinions ne paraissent qu'un délire qui mériterait peu de nous occuper, mais comme ce délire a duré, il est nécessaire de le faire connaître, dit-il. » Mais le propos reste chez Condillac assez général et n'aborde de toute façon pas le domaine politique. En revanche, il y a Condorcet, chez qui l'éloge d'Athènes et de la liberté qui y prévalait, fondé entre autres sur la liberté religieuse, est tout aussi appuyé que chez De Pau, la mésestime de Sparte d'un ordre comparable et qui ose lui aussi s'en prendre directement aux analyses de Platon, celles nommément qu'on lit dans la République ou dans les lois. Or, dans les deux cas, qu'il s'agisse des lois ou de la République, les charges de Condorcet sont extrêmement puissantes. Avant d'arriver à ça, je voudrais dire deux, trois choses sur ce que Condorcet nous rapporte d'Athènes et de Sparte. Il nous dit, pour ce qui est de la question de la liberté religieuse, c'est un point très important sur lequel les historiens reviennent aujourd'hui, mais c'était déjà un thème très présent au XVIIIe. Il nous dit ceci, Condorcet: les fonctions de leurs prêtres en Grèce se bornaient au culte des dieux, le génie pouvait y déployer toutes ses forces sans être assujetti à des observances pédantesques, au système d'hypocrisie d'un collège sacerdotal. Cette heureuse circonstance, plus encore que la liberté politique, laissait à l'esprit humain chez les Grecs une indépendance garant assurée de la rapidité et de l'étendue de ses progrès. C'est une remarque que je trouve déjà très forte. Il y avait des choses de ce genre qu'on peut lire aussi chez Montesquieu. S'agissant d'Athènes, il nous dit chez ce peuple qui a exercé sur les progrès de l'espèce humaine une influence si puissante et si heureuse, à qui le génie a ouvert toutes les routes de la vérité, que la nature avait préparées, que le sort avait destiné pour être le bienfaiteur et le guide de toutes les nations, de tous les âges, honneur que jusqu'ici aucun autre peuple n'a partagé, que le peuple athénien. C'est Condorcet qui écrit. Ou qui dit encore: dans ces premiers temps de la philosophie, nous trouvons le premier et même l'unique exemple d'une instruction absolument libre. Où il dit encore: c'est à la supériorité de la politique généreuse d'un peuple vraiment libre sur la politique personnelle d'un sénat aristocratique que la Grèce dut ses triomphes et que nous devons nos lumières. Donc c'est très clair chez Condorcet. Et puis cette phrase terrible concernant Sparte, où il dit: toutes les vertus qui tiennent à l'humanité, à la justice naturelle, furent bannies de Sparte. Voilà. Alors, dans des documents de Condorcet qui n'appartiennent pas à son œuvre publiée, qui sont absentes
de l'édition de ces œuvres de 1804, 1829, 1847 et 1849, mais dont nous avons des extraits grâce à un commentateur italien qui s'appelle Assento dei Manoscritti del Tableau di Condorcet, publié en 1955, que je me suis procuré, et sur le dossier duquel on peut lire Yves Garland, La démocratie grecque vue par Condorcet, dans un collectif qui s'appelle l'Antiquité grecque au XIXe siècle, un exemplum contesté. Donc nous avons, mais l'entièreté de ces pages n'est pas encore accessible à ma connaissance, mais j'ai lu les extraits publiés par Cento, où on peut lire ceci. À propos des lois de Platon, Condorcet écrit « Ces lois semblent avoir pour but de plier les hommes aux idées, aux penchants, aux habitudes que le législateur a voulu leur donner. Les institutions qu'elles offrent ne tendent point à développer, à rectifier, à épurer les sentiments naturels, mais à les étouffer, ou plutôt à leur donner une direction contraire à celle qu'ils avaient reçue dans l'homme abandonné à lui-même. Le droit de l'individu à l'indépendance de ses actions privées, celui d'être soumis à des lois égales, de recevoir d'elles les mêmes avantages et les mêmes obligations, n'y sont pas respectés. Des prérogatives héréditaires, des atteintes à la douce liberté de la vie domestique y sont introduites sous le prétexte d'y maintenir un ordre artificiel, une régularité apparente. À la page précédente du même document, Condorcet écrit « Les intérêts, les passions, les jouissances des citoyens, leur volonté personnelle doivent disparaître. Ils ne sont plus que les membres d'un corps unique pour qui seul tout est ordonné. » S'agissant plus précisément de la République, il écrit « Dans la République, Platon considère l'âme humaine destinée à se diriger elle-même, à gouverner le corps auquel elle est unie, et pour donner une idée de l'unité, de l'ordre qui doit régner dans un individu soumis à la raison, il le compare à une république constituée. Et cette république montre encore tous les droits, tous les penchants des hommes sacrifiés au système que le législateur a conçu comme offrant la plus grande perfection possible. Une caste d'hommes destinés au gouvernement, une autre à la guerre, une troisième aux professions nécessaires pour les besoins de tous, les trois classes d'hommes qu'on connaît dans la République. Ces hommes consacrés dès l'enfance à ces occupations les rempliront d'autant plus que leurs qualités physiques, leur intelligence, leur âme n'auront été préparées, développées que dans l'intention de les y rendre plus propres. L'instruction plus approfondie, la sensibilité plus délicate et plus relevée, une plus grande étendue donnée à certaines facultés, si elles ne paraissent utiles qu'au bonheur, au perfectionnement de l'individu qui en jouirait, lui sont interdites, surtout si l'on soupçonne qu'elles peuvent le rendre moins propre aux fonctions qui lui sont réservées dans la cité. Le guerrier ne s'unit pas à une compagne pour leur bonheur mutuel, il s'unit à la femme qu'on croit devoir le plus sûrement perpétuer une race de guerriers plus robuste et plus intrépide. L'homme n'est rien, la société est tout, ou plutôt elle-même n'existe que pour réaliser le plan ou l'idée d'une perfection abstraite, où la perfection abstraite a été attachée. Malgré leur brièveté, c'est 7 ou 8 pages, les extraits de Condorcet sur Platon, malgré leur brièveté, on découvre dans les analyses de Condorcet l'essentiel des traits les plus sombres qu'Aristote avait déjà relevés du projet républicain de Platon, à savoir, premièrement, le caractère tout à fait abstrait ou fictif du projet lui-même, l'auteur incriminé à son plan tout fait, et il s'agit d'y faire correspondre coûte que coûte les individus. Deuxièmement, l'étouffement corrélatif des aspirations personnelles, et donc le manque de souci du bonheur des individus. Troisièmement, la séparation des hommes en classes d'individus ou castes auxquelles ils sont désormais assujettis avec prérogatives héréditaires et donc ségrégationnisme. Quatrièmement,
le caractère militaire de l'ensemble. Et puis, cinquièmement, le paralogisme de l'unité, le fait de vouloir rendre la cité la plus une possible, le paralogisme de l'unité qui y est employé, le but recherché étant de créer artificiellement, à partir de composantes en vérité disparates, un corps social unique. À part Cornelius de Pau en 1788 et Condorcet, dont on ne peut pas situer, parce que ces notes manuscrites de Condorcet sur Platon, les Républiques et les lois, il est difficile de les dater, parce que comme elles ont été publiées seulement ou éditées seulement partiellement post factum, et il les a écrites certaines en prison, d'autres auparavant. Donc, est-ce qu'il était avant 1788 ou après? Moi, je ne peux pas l'établir, en tout cas, jusqu'à maintenant. Mais il y a un autre personnage, en terminant, que je voudrais évoquer, c'est Jean-Jacques Champagne, qui en 1797 a produit une traduction des politiques d'Aristote, qui s'appelle La politique d'Aristote ou la science des gouvernements. Et ce Champagne, donc on n'est pas très loin de 1788, insiste lui aussi sur le réalisme d'Aristote opposé au roman politique de Platon, si vous voulez. Il dit: quelle est la meilleure forme de constitution? Aristote ne prétend pas chercher, comme Platon, le bonheur idéal et la perfection absolue. Il veut seulement qu'elle soit la plus avantageuse au peuple. Quel gouvernement, dit-il, présentera plus d'avantages s'il ne trouve point d'obstacles étrangers? Quelle constitution convient le mieux au peuple? Voilà le véritable objet de la science politique, car une constitution parfaite ne serait, pour la plupart des peuples, dit-il, qu'une brillante chimère. Mais en exposant Aristote, Champagne en profite, porté par son élan, pour mentionner ce qui en Platon fait défaut, même s'il n'y a pas une critique directe de Platon. Il dit: c'est dans l'examen de cette fameuse République qu'on reconnaît surtout la vérité de l'observation faite par Montesquieu, on en a parlé tout à l'heure, qu'Aristote n'a fait sa politique que pour l'opposer au principe de Platon. Celui-ci admet 3 principes fondamentaux: unité dans le gouvernement, communauté des femmes, et des enfants et des biens, institution politique dans le système de l'aristocratie. Tout y est blâmé par Aristote, censuré, tant dans les principes que dans les moyens d'exécution. La constitution de Lacédémone, si vantée par Xénophon et par Platon, qui la regardait comme le gouvernement le plus parfait que les hommes eussent établi sur terre, est discutée sous tous ses rapports avec autant de sévérité que de profondeur. Tandis que Xénophon et Platon n'y trouvent que de grands exemples de vertu, de désintéressement, de courage, Aristote y aperçoit la licence prenant le masque de la vertu, l'avarice cachée sous le voile du désintéressement, l'ambition se déguisant sous le nom d'amour de la patrie. Il accorde des vertus aux Lacédémoniens, Aristote, mais il descend dans leurs tristes pensées et, découvrant les replis tortueux de leur âme, il expose au grand jour leurs passions et leurs vices. S'il développe les causes de leur grandeur et de leur célébrité, c'est pour y trouver les causes mêmes de leur décadence et de leur ruine. Donc un constat quand même déjà très éclairé chez Champagne. Conclusion. Il semble donc qu'avec De Pau et Condorcet, ce soit un nouveau chapitre du rapport à l'Antiquité qui ait été inauguré, l'antiplatonisme politique. Celui-ci, à partir de là, entreprendra une très longue carrière et connaîtra en fait un développement ininterrompu jusqu'à aujourd'hui, même s'il croisera régulièrement sur sa route des auteurs prêts à le combattre ou enclins à en minimiser la portée, des défenseurs lointains encore et toujours du Platon politique et du mode de vie associé aux Spartiates. Comme on l'a vu, l'antiplatonisme politique suppose la présence simultanée de 3 éléments. En premier lieu, une critique explicite et généralisée de Platon. Cette critique s'accompagne généralement, en deuxième lieu, d'un éloge appuyé d'Athènes, troisièmement, d'une critique appuyée de Sparte.
Or, ces trois éléments sont présents, comme on a pu le vérifier, à la fois chez De Pau et chez Condorcet. Ce fut le début de l'antiplatonisme politique moderne, qui depuis ne désarma jamais, mais dont l'œuvre n'est nullement achevée. Je vous remercie de votre travail.